Allez, c'est parti, on démarre. Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire organisé par l'URPS dans la tradition de tous ceux qu'on a déjà fait sur la vaccination. Merci Charlotte pour les modalités techniques du webinaire qui est donc enregistré et qui sera ensuite hébergé sur notre chaîne à l'URPS. Donc aujourd'hui, on va parler de vaccination pneumocoque, mais en fait, l'idée de ces webinaires qu'on organise, c'est bien évidemment de vous accompagner sur le sujet de la prescription des vaccins. Parce que bon, l'acte d'injection, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un dossier qui est géré depuis très longtemps. Après, aujourd'hui, il faut pouvoir prendre en main cette mission, c'est-à-dire en assumer la responsabilité, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, et donc comprendre à la fois les enjeux et tout le bénéfice pour les patients et pour le système de santé en général. Donc sur la vaccination pneumocoque, il y a un certain nombre d'indications hein, de cette vaccination, de recommandations, et les intervenants en parleront. Aujourd'hui, on va essayer de faire un focus un peu plus particulier sur la vaccination pour les personnes diabétiques. Pour autant, vous aurez la possibilité dans le chat de poser des questions concernant toutes les généralités qu'il peut y avoir sur ce type de vaccination, avec vraiment comme idée de vous imaginer en situation avec un patient quelconque et de voir quelles questions pourraient être amenées à vous poser et que vous ayez toutes les clés pour répondre, parce que quand vous êtes très sûr et très confiant sur un sujet, c'est là où évidemment vous pouvez à la fois convaincre, hein, puisque c'est un peu ça aussi l'objectif, hein, pour appliquer les recommandations sur des vaccins qui sont non obligatoires, il y a l'idée qu'il faut embarquer les gens dans l'intérêt pour eux-mêmes de faire cette vaccination. Donc le webinaire durera en gros une quarantaine de minutes, hein, avec un certain nombre de présentations. Je laisserai les autres intervenants se présenter eux-mêmes. Et voilà, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat et Charlotte se chargera de poser toutes les questions à la fin. Et je donc laisse la place au docteur Conrad et au docteur Michaud. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Je voudrais également remercier le docteur Conrad de co-animer ce petit focus sur diabète et vaccination et surtout la remercier de sa participation. Nous avons créé à Lyon Sud un atelier spécifique diabète et vaccination qu'elle anime avec brio. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. On a quelques liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais pas avec cette communication. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le risque infectieux chez le patient vivant avec un diabète, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? En fait, on sait depuis très longtemps que le diabète majore le risque infectieux pour toutes les infections types que ce soit au niveau de l'os, au niveau de l'articulation, au niveau des infections pulmonaires. À titre d'exemple, on sait que certains papiers ont bien montré que les infections pulmonaires étaient 30 fois plus fréquentes chez le patient diabétique que le non diabétique, que les infections urinaires, c'était 48%, et puis surtout que les infections des tissus mous étaient à des taux à plus de 68%. Alors, tout ceci a bien été démontré dans une belle étude de l'équipe de Claret avec une grosse cohorte de plus de 100 000 patients, avec une chose intéressante, mais on pourra en discuter tout à l'heure si vous souhaitez, une prévalence plus importante des patients diabétiques de type 1, notamment en ce qui concerne les infections ostéo-articulaires. Un deuxième point, dès qu'on parle risque infectieux et diabète, c'est de se dire, mais finalement, au niveau de la prescription d'antibiotiques, eh bien là, c'est une grosse étude des cohortes danoises qui ont bien vérifié que le fait de vivre avec un diabète de type 2 était associé à une augmentation du taux de prescription d'antibiotiques chez les patients hospitalisés, vous voyez, avec des taux impressionnants, plus de 24% d'antibiotiques en prescription ambulatoire, et à l'hôpital, on arrive à 50% de prescriptions supplémentaires. Donc, une chose extrêmement intéressante, le risque infectieux est majoré au cours de l'évolution de la maladie diabétique, avec surtout un surrisque de récidive. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les infections, en plus d'être fréquentes, elles sont potentiellement plus sévères pour les patients qui vivent avec un diabète.
On a un risque d'hospitalisation globalement multiplié par 4, des pneumopathies qui sont plus souvent hospitalisées, la grippe, naturellement, avec des facteurs prédictifs dont on reparlera tout à l'heure, qui sont l'âge, le sexe masculin, les antécédents d'hospitalisation, l'obésité, le surpoids et surtout la microangiopathie. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait bien ce qu'est la microangiopathie. C'est une des complications, c'est une des premières complications de l'évolution de la maladie diabétique. Microangiopathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux et il y a trois pathologies qui s'inscrivent dessous, la rétinopathie diabétique, la neuropathie diabétique et la maladie rénale chronique. Et on reparlera tout à l'heure de cette maladie rénale chronique. Donc des infections plus fréquentes, plus sévères et naturellement des décès d'origine infectieuse multipliés par 8. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un deuxième paramètre, c'est le vieillissement. Je rappelle que l'âge moyen des diabétiques de type 2 en France, c'est 67 ans. L'âge moyen des diabétiques de type 1, c'est 47 ans. Donc, inéluctablement, en évoluant avec l'âge, se confèrent, se rajoutent des facteurs de vulnérabilité, des maladies chroniques associées, des complications gériatriques. Et puis, on peut parler d'altération de l'immunité. On développera ça tout à l'heure si vous le souhaitez. On parle plutôt d'immunosénescence. Voilà. Un troisième paramètre est représenté par les comorbidités. Il est exceptionnel de suivre un patient diabétique uniquement pour son diabète. Sont souvent associés des maladies cardiovasculaires, que ce soit des coronaropathies, des antécédents d'AVC. Maintenant, à la mode, c'est l'insuffisance cardiaque avec des traitements adaptés dessus. On rencontre très fréquemment également des bronchopneumopathies chroniques obstructives et vous voyez que ressort encore cette maladie rénale chronique. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les mécanismes? Comment on peut expliquer que le diabète favorise l'infection? Eh bien, il y a une altération du système immunitaire, notamment sur les polynucléaires neutrophiles. Ça a été fortement décrit dans tout ce qui est infection peau, tissu mou et donc infection de pied, avec un défaut de migration de ces polynucléaires, un défaut de bactéricidie et de chimiotactisme. Et si on s'intéresse maintenant à l'immunité cellulaire, eh bien, en ce qui concerne les lymphocytes, il y a un sous-groupe qu'on appelle les natural killers qui ont une activité habituelle pour éliminer les agents infectieux. Cette activité est réduite dans le cas de la maladie diabétique. Un deuxième point, c'est qu'il existe une plus grande virulence de certains germes dans un environnement riche en glucose. Et enfin, on retrouve ce qu'on a précédemment vu, c'est-à-dire un surrisque lié aux complications du diabète, la microangiopathie, la neuropathie végétative. Cette neuropathie végétative, elle prédomine chez certains patients au niveau urinaire avec des troubles de la vidange urinaire, des colonies bactériennes qui sont présentes et des infections urinaires qui, par voie de conséquence, sont plus sévères. On arrive donc à un véritable cercle vicieux pour ces patients vivant avec un diabète. L'hyperglycémie multiplie par 2 à 3 le risque infectieux. Et puis les infections vont décompenser l'équilibre du diabète, avec très souvent la mise en place d'insulinothérapie au plus simple, transitoire, mais très souvent définitive. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si on fait un petit focus sur le pneumocoque, c'est des données de base, c'est des données qu'on retrouve classiquement dans la littérature, c'est-à-dire que le pneumo est responsable de 30 à 50% des pneumopathies. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la maladie diabétique multiplie par 3 à 6 le risque de pneumopathie à pneumocoque. Et puis un chiffre que vous connaissez, c'est qu'en 2019, il y avait simplement 1,8 patients 1,8% des patients vivant avec un diabète qui étaient à jour de sa vaccination contre le pneumocoque. Alors, ce qu'on discutait en préambule avec le docteur Conrad, c'est qu'on a des chiffres qui sont un petit peu variables entre 1,8% et vous avez trouvé dans certaines études moins de 20%. Bref, le grand message, c'est de dire que dans la population diabétique, les patients sont sous-vaccinés, notamment en ce qui concerne le pneumocoque. Et si vous souhaitez, on développera ça tout à l'heure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans les grands messages, c'est de dire que
et une augmentation du risque d'infection invasive à pneumocoque chez le patient diabétique, que ces infections, elles sont d'autant plus sévères pour les patients vivant avec un diabète de type 1, de type 2, avec des risques d'hospitalisation et de mortalité. Et enfin, que jusqu'à présent, ce qui est intéressant, c'est que les vaccins, ça soit le VP13 ou le VB23, avaient montré un vrai bénéfice clinique, y compris au cours de l'évolution de la maladie diabétique. Voilà, je laisse la place au docteur Conrad. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et donc, avant qu'on poursuive ce webinaire concernant plus spécifiquement la vaccination contre les pneumocoques, il nous semblait intéressant de revoir plus généralement les recommandations vaccinales chez l'adulte. Donc, vous avez ici le schéma qui est proposé par le calendrier vaccinal publié par le ministère de la Santé tous les printemps, hein. Il va être de nouveau actualisé vraisemblablement fin avril, début mai. On va faire un focus sur la vaccination de l'adulte et notamment de l'adulte diabétique. Donc, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, voilà. Euh, donc, en gros, les recommandations vaccinales chez l'adulte, c'est la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, coqueluche à des âges fixes, 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans. Euh, Par ailleurs, pour un patient adulte diabétique, pensez à la vaccination contre le pneumocoque, la vaccination contre la grippe, contre la COVID-19 tous les ans. Et en dehors de la maladie sous-jacente du diabète, pensez à la vaccination contre le zona pour certains patients. On va détailler ça. Et dans un contexte de recrudescence de rougeole, il semble intéressant également de vérifier le statut vaccinal contre rougeole, orion, rubéole. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, focus sur le tétanos. Entre 2012 et 2021, il y a eu 52 cas de tétanos en France, dont plus de 3 quarts concernaient des patients âgés de plus de 70 ans. Patients âgés, donc ça va se recouper avec notre population diabétique. Jusqu'à un quart des cas de tétanos étaient dus ou étaient en lien avec des problématiques de plaies chroniques. Là aussi, ça peut se recouper avec la population diabétique. Et donc, pour prévenir le tétanos, il est important d'être à jour de la vaccination, donc avec des rappels diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, puisqu'il n'y a pas de vaccin monovalent, à l'âge adulte, à des âges fixes, 25, 45, 65 ans, puis en raison de l'immunosénescence, 75, 85, 95 ans, ainsi de suite. Et pour les jeunes femmes également, pensez à la vaccination à chaque grossesse pour l'immunisation passive du nourrisson, mais ça c'est pour la coqueluche. Si on pense à un patient adulte qui serait immunodéprimé, on reste sur des rappels vaccinaux tous les 10 ans, donc 25, 35, etc. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, en ce qui concerne la vaccination contre les pneumocoques, en 2024, il y a eu, comme vous le savez, une importante nouveauté, puisqu'il y a donc la commercialisation et la recommandation du Prévenard 20, vaccin pneumococcique conjugué à 20 valences chez l'adulte. Donc, ce vaccin, il est indiqué chez l'adulte à risque d'infection à pneumocoque. C'est tous les patients qui ont des comorbidités chroniques, une immunodépression et parmi les comorbidités, donc dans les recommandations, c'est le diabète qui n'est pas équilibré par les règles hygiéno-diététiques seules, donc dès lors qu'il est traité par des thérapeutiques médicamenteuses. Et nouveauté, depuis le mois de janvier, l'HAS recommande également la vaccination contre les pneumocoques à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Le schéma vaccinal est simplifié puisque maintenant, il est recommandé d'administrer une dose de vaccin pneumococcique conjugué à 20 valences qui remplace l'ancien schéma qui combinait le Prevnar 13 et le Pneumovax, qui peut être proposé en rappel 5 ans après cette séquence Prevnar 13 Pneumovax reçue par le passé, ou pour une personne qui aurait débuté un schéma vaccinal, un ancien schéma vaccinal, mais qui ne l'aurait pas terminé. On peut proposer un Prevnar 20 un an après une précédente dose de vaccin contre les pneumocoques. Et je rajouterai, parce que la traçabilité des vaccinations, c'est un problème, on peut vacciner une personne qui est éligible à la vaccination contre les pneumocoques et qui n'a pas de trace
de vaccination antérieure contre les pneumocoques. Il n'y a aucun danger à immuniser quelqu'un qui aurait déjà été antérieurement vacciné. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas s'il faudra proposer des rappels à l'avenir. Et de toute façon, il y a d'autres vaccins antipneumococciques qui sont dans le pipeline. Et donc, les recommandations vont bouger, c'est certain, dans les mois et années à venir. Je vais passer à la slide suivante. Donc, le Prevnar 20, chez l'adulte, d'après les données du CNR des pneumocoques en France, couvre environ 2/3 des sérotypes impliqués dans les infections invasives à pneumocoques chez l'adulte. Vous pouvez passer à la slide suivante. Autre vaccin indiqué chez l'adulte, c'est le vaccin contre le zona. Là aussi, importante nouveauté de l'année 2024, avec l'arrivée en France du vaccin inerte protéique recombinant avec adjuvant contre le zona, donc le Shingrix, qui est recommandé chez l'adulte à risque de zona. Donc en pratique, c'est le patient qui est immunodéprimé ou qui va devenir immunodéprimé. Si on retourne à nos patients diabétiques, par exemple, un diabétique qui va devoir subir une greffe de rein, une greffe de rein pancréas qui va être sous anti-Roger un jour, il relève de la vaccination contre le zona. Et par ailleurs, recommandation de vacciner toutes les personnes âgées à partir de l'âge de 65 ans et sans limite d'âge supérieur. Le schéma vaccinal comporte 2 doses, une première dose, une deuxième dose administrée dans un délai de 2 à 6 mois. Si c'est au-delà de 6 mois, ce n'est pas un problème. Le délai peut être plus court si on imagine un patient qui doit être mis sous immunosuppresseur très rapidement. À ce moment-là, on peut raccourcir le délai à 1 mois. S'il y a un antécédent de zona, la vaccination reste recommandée, mais on propose à ce moment-là de proposer la vaccination contre le zona minimum 1 an après le zona. Là aussi, on ne sait pas encore s'il faudra proposer des rappels ou pas. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Le zona, chez le diabétique, est plus fréquent qu'en population générale. Là aussi, on retrouve un effet additif avec d'autres comorbidités. En fait, en tant qu'adulte, plus on a de maladies chroniques, plus on va être à risque de zona, avant même de parler de réelles maladies responsables d'une immunodépression. Donc, le zona est un facteur de risque le diabète est un facteur de risque de zona. Malgré tout, tous les diabétiques ne relèvent pas de la vaccination contre le zona. Donc, c'était simplement pour illustrer le fait qu'un diabétique a un plus haut risque de zona. Et en plus, les diabétiques vont présenter plus facilement des complications à type de douleurs post-zostériennes, notamment quand ils ont une microangiopathie et une neuropathie diabétique sous-jacente. Je vais passer à la slide suivante. Voilà. Ensuite, vaccination contre la grippe, recommandée chez l'adulte à risque, donc comorbidité, immunodépression, chez les personnes âgées évidemment, et pensez également à la vaccination de l'entourage des patients immunodéprimés, à la vaccination des professionnels de santé. Le vaccin contre la grippe, c'est pour éviter la grippe, les formes graves de grippe, les hospitalisations. Mais aussi, sachez que la vaccination contre la grippe est un moyen de prévention cardiovasculaire, parce que la grippe est un trigger de complications cardiovasculaires. Dans les suites d'une grippe, le risque de faire un infarctus du myocarde est multiplié par un facteur 5 à 10 dans les 7 jours suivant un infarctus. Le risque d'AVC ischémique est multiplié par un facteur 3 environ. Et on a des données de bon niveau de preuve qui montrent que le vaccin contre la grippe diminue le risque d'événements cardiovasculaires. Et je pense que c'est intéressant comme argument pour motiver les patients fragiles, les patients âgés à se faire vacciner contre la grippe. Covid-19, c'est grosso modo les mêmes populations qui sont ciblées par la vaccination contre la Covid-19 que par la vaccination contre la grippe, donc personnes à risque, personnes âgées et l'entourage des personnes immunodéprimées. Alors là, il y a eu un petit problème au niveau de la diapositive, mais donc un rappel est recommandé 1 fois par an à l'automne pour les personnes qui sont dans l'encadré en vert, donc les personnes à risque de forme grave. Pour les personnes qui sont à très haut risque de forme grave, dans l'encadré rouge, on va proposer en plus un deuxième rappel au printemps, donc avec la campagne de vaccination qui va débuter de nouveau mi-avril et qui va durer jusqu'à mi-juin, voire mi-juillet, selon la situation épidémiologique. Je pense là aussi à une sous-vaccination. Déjà, si
tous ces patients pouvaient faire au moins une dose à l'automne ou avant les pics épidémiques, ça serait déjà très bien. Slide suivante. Et donc pour terminer, parce qu'on fait face à une recrudescence de rougeole, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, je vous rappelle les recommandations vaccinales contre la rougeole, auréole, rubéole. C'est 2 doses de ROR pour toute personne née après 1980, donc on pratique qui a 45 ans ou moins, et ce, quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies. Il n'y a pas d'indication à faire de sérologie avant ou après la vaccination. Attention, c'est un vaccin vivant atténué, donc il est contre-indiqué chez les immunodéprimés. Mais voilà, donc chez les immunocompétents, pensez-y pour toutes les personnes nées depuis 1980. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Sandrine Roch, je suis pharmacienne, je suis installée à Grenoble depuis une vingtaine d'années et je suis élue à l'URPS pharmacien Aura. Diapositive suivante. Alors déjà, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yann Sellier et les docteurs Conrad et Michon sur la couverture vaccinale qui est extrêmement faible en fait. Donc là, c'est des chiffres de l'étude qui date de 2018, mais on voit que en 2018, même si ça a augmenté à 6%, le pourcentage de patients diabétiques vaccinés est quand même très très faible. Et donc là, il y a vraiment un gros travail pour l'ensemble des professionnels de santé pour arriver à faire monter cette couverture vaccinale. Travail vraiment pour l'ensemble des professionnels de santé et il y a, qui pourront être mis à contribution et leur rôle est nécessaire pour développer cette couverture vaccinale. Diapositive suivante. Donc là, on est vraiment dans dans une réelle mission de santé publique et notre rôle de pharmacien va permettre d'améliorer la santé des patients et d'éviter des pathologies à tous les patients et en particulier aux patients diabétiques et éviter de déséquilibrer leur diabète. Ça va servir aussi à désengorger le système de santé en évitant par plusieurs moyens. C'est déjà éviter des pathologies infectieuses et des consultations chez le médecin, en évitant des hospitalisations de malades et du coup en faisant gagner du temps médical et permettre aux patients de voir plus de médecins. C'est aussi une valorisation du métier de pharmacien. C'est une vraie reconnaissance de nos compétences et on doit saisir cette opportunité qui nous est offerte. Et je trouve aussi que c'est un réel moyen de travailler en pluripro parce que plus on sera unis entre professionnels de santé dans cette mission et plus les résultats seront importants. Donc on peut travailler ensemble à travers les CPTS, MSP ou autres moyens d'action. Diapositive suivante. Alors la mission qui nous est proposée quand même, déjà c'est une nouvelle mission, c'est une mission complexe et cette nouvelle mission, il faut se l'approprier. Ça passe par la formation obligatoire pour administrer le vaccin. Donc formation pour les pharmaciens, mais il est important aussi de former les préparateurs pour qu'ils sachent répondre aux questions des patients et qu'ils se sentent impliqués. C'est une mission aussi qui est complexe parce que le calendrier vaccinal, il est en perpétuelle évolution. Donc, ça nécessite de se tenir au courant et des évolutions qui sont très rapides. Et puis, ça veut dire aussi que quelqu'un qui a été vacciné il y a 10 ans avec un ancien schéma vaccinal, ben, c'est plus le même et qu'il faut se retrouver là-dedans. Donc, c'est finalement assez complexe. Il y a aussi souvent des schémas vaccinaux
qui n'ont pas été respectées. Donc, quid de ce qu'on doit faire? C'est pas toujours évident de trouver la réponse. On est face aussi à une responsabilité de prescripteur qui fait que, en écoutant différents pharmaciens, ça peut aussi faire peur parce que on a un rôle de santé publique et on va éviter des pathologies, mais on peut aussi avoir peur des effets secondaires qui pourraient arriver et s'en sentir responsable. Pour ça, moi, j'utilise, avec mon équipe, en fait, on respecte des recommandations qui ont été faites par la HAS dans le cadre du calendrier vaccinal et on met en place ces recommandations. Et tout le rapport bénéfice-risque a été évalué par des experts. Et puis, on est face aussi à une perception irrationnelle des vaccins qui peut déstabiliser. Simplement, il faut savoir qu'elle existe. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas de notre fait. Voilà, diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la pharmacie concrètement pour la prescription vaccinale et pour augmenter la prescription de vaccins pneumo chez le diabétique? Déjà, vous le savez tous, ce qui est important, c'est la formation des pharmaciens, mais aussi des préparateurs pour qu'ils soient vraiment investis dans la mission et puis se mettre à jour régulièrement sur les nouvelles évolutions. Utiliser ce que j'appelle des outils de réassurance par rapport aux équipes et par rapport aux patients. Donc, le calendrier vaccinal, il a été établi par des experts et c'est nous, on met en place ces recommandations. Il y a un autre outil qui rend beaucoup service, c'est mesvaccins.net, qui a été mis à disposition des pharmaciens d'officine de la région Aura par l'URPS pharmacien, où vous trouverez des réponses à beaucoup de questions. Et en cas de doute aussi, vous pouvez avoir un avis d'expert qui pourrait être, vous poser une question et vous pourrez mettre cet avis d'expert dans le dossier patient. Ce qu'il faut garder en tête aussi, que c'est la prescription vaccinale, c'est vraiment c'est une nouvelle mission, c'est pas comme c'est une mission complémentaire à l'administration des vaccins et ça demande du temps. Quand on voit la mise en place de l'injection du vaccin grippe, il y a quelques années déjà, au début, c'était, je dirais, quasi anecdotique dans les pharmacies de faire sur le nombre de délivrances de vaccins qu'on faisait, d'injecter le vaccin. Aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est devenu une évidence que le pharmacien injecte le vaccin et très bien, et la majorité des patients font le vaccin à la pharmacie. Pour l'injection des autres vaccins, c'est pareil, c'est en train de se développer. Et pour la prescription, c'est encore tout récent, ça fait 1 an et demi maintenant. Donc, il faut le temps que les équipes le prennent en main, mais il faut aussi le temps que les patients sachent que les pharmaciens peuvent vacciner et certains auront confiance tout de suite, donc d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Mais moi, je suis pleinement confiance dans le fait que dans quelques années, ça sera une évidence qu'on peut se faire prescrire et injecter son vaccin à la pharmacie. Je pense aussi, l'échange avec les équipes, c'est important parce que c'est une mission qui est très impliquante et certains peuvent avoir des craintes à le proposer. Moi, je trouve important de réfléchir avec eux sur les conséquences à ne pas le proposer. Et là, dans ce webinaire, on a eu beaucoup de réponses sur le fait que quand on ne le propose pas, quand même, c'est une perte de chance
pour le patient. Et il y a eu quand même, on a vu aussi déjà beaucoup et trop d'occasions ratées, entre guillemets, de vacciner. Donc, à nous de saisir cette chance et de réellement le proposer aux patients. Je pense qu'il est savoir aussi accepter le refus. C'est pas parce que quelqu'un nous dit non que c'est faut pas le prendre de façon personnelle ce refus, et il y a plein de raisons qui font que le patient il veut pas aujourd'hui. S'il veut demander à son médecin, ben voilà, qu'il peut le demander, il n'y a pas de souci. De toute façon, le médecin lui dira la même chose que nous. Il peut changer d'avis au cours du temps. Un infectiologue avec qui j'avais parlé disait des fois on leur propose 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils acceptent la 4e. Voilà. Mais l'important, c'est d'en parler. Et je crois aussi beaucoup au pluripro et mettre en place des actions avec les autres professionnels de santé, parce que si on parle d'une voix unique et que le message est le même, il sera d'autant plus fort chez les patients pour les convaincre à se vacciner. Diapositive suivante. Enfin, j'avais quelques outils à vous proposer. Donc déjà, sur les patients diabétiques, ce que disait Monsieur Cellier tout à l'heure, c'est qu'ils passent tous à la pharmacie, en général au moins 1 fois par mois. Donc, c'est des patients qu'on voit de façon certaine, ce qui n'est pas le cas de tous les vaccins. Là, par exemple, il y aura bientôt la semaine de la vaccination fin avril qui va être fortement reprise médiatiquement. Donc, c'est l'occasion d'en parler, de mettre en place une animation à la pharmacie. C'est l'occasion d'une autre vaccination. On a vu qu'ils se faisaient plus vacciner contre la grippe ou le Covid. Donc là, je trouve facile d'en parler en leur demandant où ils en sont de leur vaccin. En passant par de l'affichage aussi, proposer des entretiens vaccinaux, par exemple. Les journées de dépistage du diabète aussi, ça peut être l'occasion de leur remettre de parler avec eux de la plus grande fragilité qu'ils ont vis-à-vis des pathologies infectieuses. Et enfin, dans l'échange avec le patient, donc c'est important de connaître pour nous les risques qu'ils encourent, mais ils ont aussi beaucoup besoin de réassurance et pour ça on a des données sur le recul. Enfin, il y a d'autres pays où les patients sont beaucoup plus vaccinés avec globalement une excellente tolérance. Donc ça, c'est important pour eux. Et puis aussi l'idée de rester en bonne santé et que le diabète nécessite pour tous ces patients une attention de tous les instants et que la vaccination fait partie de cette attention. Voilà, je vous remercie. Merci Sandrine. Donc, je vais prendre la suite. Bonjour à tous, je suis Charlotte Berger, chargée de projet au sein de l'URPS Pharmacien Aura. On vous a transmis le lien d'un questionnaire au moment de l'information sur ce webinaire. Donc, merci à tous ceux qui ont pu répondre à ce quiz. Donc, on va revoir ensemble chaque réponse. Il y avait 6 questions et donc toutes les informations ont été dites avant les interventions. Donc, la première question, c'était selon le calendrier vaccinal 2024, quels seraient ci-dessous les patients éligibles à la vaccination contre le pneumocoque? Et donc, les bonnes réponses sont un patient souffrant de diabète non équilibré par le régime seul, un patient atteint d'insuffisance rénale, quel que soit le stade, un patient âgé de 65 ans ou plus, un patient atteint d'un asthme sévère nécessitant un traitement continu, un patient sous traitement immunosuppresseur et un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. Donc, la recommandation vaccinale repose sur l'âge depuis peu, ce qui explique pourquoi moins de personnes l'ont coché, et sur la présence de comorbidité. Ainsi, donc, tous les patients listés, sauf la femme enceinte sans facteur de risque, sont éligibles. Question 2, donc une patiente de 48 ans, diabétique, insulinodépendante, a reçu une première dose de VPC-13 il y a 1 an. Selon les nouvelles recommandations vaccinales de 2024, quelle est la procédure à suivre pour compléter son schéma vaccinal? Donc la bonne réponse était administrer une dose de VPC-20.
il y a eu 85% de bonnes réponses. Question 3. Un patient de 78 ans atteint de polyarthrite rhumatoïde se présente à la pharmacie et ne se souvient plus s'il a été vacciné contre le pneumocoque. Cette information n'est pas mentionnée dans son carnet de santé. Que faire? Donc, du coup, en cas de doute, il est recommandé de vacciner avec un VPC 20. Il y a 85 bonnes réponses également. Question 4. Dans son avis de 2017 sur la vaccination contre le pneumocoque, le HCSP avait fixé un objectif de couverture vaccinale qui était donc à 60%. Cependant, la couverture vaccinale contre les infections à pneumocoque chez les adultes en France est inférieure donc à 10%, et notamment on a des chiffres sur 2018 qui étaient à 4,5%. Donc, l'objectif est loin d'avoir été atteint. Et puis, dernière question, un patient doit être vacciné contre le pneumocoque. Peut-il recevoir le vaccin contre la Covid le même jour? Et la réponse est donc oui. Nous allons donc passer au temps d'échange. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Les experts sont présents pour vous répondre. J'ai vu que vous aviez déjà posé une question à laquelle vous aviez répondu, le docteur Conrad, sur Zona, 1 an minimum. On a entendu parler de 6 mois. Est-ce que vous avez répondu à l'écrit? Est-ce que vous voulez y répondre également à l'oral, s'il vous plaît? Oui, donc pour les personnes qui relèvent de la vaccination contre le zona, lorsqu'elles vous rapportent un antécédent de zona, la HAS recommande d'attendre 1 an avant de vacciner avec le Shingrix. Non pas pour des raisons de tolérance, mais plutôt d'efficacité. Si vous faites un zona, ça va stimuler votre immunité contre le VZV. Et donc, a priori, en fait, le vaccin, à ce moment-là, il n'est pas particulièrement utile. Donc, autant le faire un peu plus tard pour ensuite avoir une protection plus longue dans la durée contre un éventuel nouveau zona. Pareil pour une personne qui aurait été antérieurement vaccinée par le vaccin vivant atténué contre le zona Zostavax, est recommandé de proposer une nouvelle vaccination par le Shingrix dans un délai de minimum 1 an après. Mais ça concernera peu de patients. Merci. Donc, 2 autres questions. Si juste un pneumovax administré, on doit attendre 1 an pour le Prevnar 20? Oui, c'est bien ça. Le vaccin pneumococcique non conjugué Pneumovax, il a comme inconvénient de diminuer la réponse aux vaccins pneumococciques conjugués qui sont administrés par la suite. Et c'est la raison pour laquelle il est recommandé d'attendre au moins 1 an. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait eu un schéma vaccinal pas adapté avant la nouvelle recommandation de 2024, avec juste une dose de Pneumovax. Parfois, je vois des patients qui ont eu ça. À ce moment-là, on attend 1 an pour faire une dose de vaccin pneumococcique conjugué à 20 valences, qui sera plus efficace d'un point de vue immunitaire. Merci. On a également une remarque du docteur Rigaud qui dit que le Prevnar 20, donc à partir de 65 ans, c'est une reco et uniquement une reco HAS, mais on attend le remboursement qui tarde. C'est vrai. Est-ce que vous avez donc d'autres questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat et sur l'onglet questions-réponses. J'ai une remarque également d'une pharmacienne qui dit « On commence à avoir des ordres pour des vaccins avec la mention « injection à la pharmacie ». Merci pour votre retour. Pour soulager le patient qui ne se sente pas obligé de retourner chez le médecin. Une question qui est en général posée dans les webinaires vaccination, qui est sur les co-administrations. Et notamment, on a vu dans une des slides, à partir de 65 ans, il y a quand même un certain nombre de vaccinations à réaliser. Si on se retrouve à l'automne avec grippe, Covid, Prevnar, Shingrix, etc., quels sont les conseils à donner pour les pharmaciens quand il y a un patient qui est éligible à un certain nombre de vaccinations? Le principe en général, c'est a priori, tous les vaccins peuvent être co-administrés le même jour en des sites différents. Après, ça peut poser des questions d'acceptabilité par le patient. Et puis, même si c'est le paradigme, la co-administration n'a pas systématiquement été étudiée.
Si on imagine un patient qu'on vous consulte au début de l'automne, je pense que la priorité doit être à la protection contre les pathogènes contre lesquels il a le plus de risques là dans l'immédiat d'être confronté. Donc, je ferai vaccination Covid et grippe dans un premier temps, un dans chaque bras. Je pense que ça, c'est à peu près acceptable par les patients. Et dans un deuxième temps, on peut déjà sensibiliser le patient au fait qu'il relèvera aussi de la vaccination contre le pneumocoque, contre le zona, si par exemple c'est une personne âgée de plus de 65 ans. Mais vous confirmez qu'un patient acceptant, Oui. qui dit, moi j'ai pas de souci, dans la mesure où on prend 4 sites d'injection différents à plus de 2 doigts d'écart, etc., Mm. il n'y a aucun souci, quelle que soit la situation du patient. C'est-à-dire s'il a Ouais, 85 ans, voilà. complètement d'accord. Nous, on fait sans problème jusqu'à 6 vaccins le même jour. Mais on pourrait probablement en faire encore plus, hein, mais c'est l'acceptabilité après qui pose souci. Comme le webinaire est enregistré, on gardera bien cette séquence à part pour rassurer tout le monde, parce que c'est vraiment une question hyper récurrente. Ah mais j'ose Mm. pas, j'ai peur, etc. Donc ne pas rater une occasion de vacciner. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, comme il est bientôt 14 heures, du coup, peut-on faire plusieurs vaccins dans le bras? Alors, bon, je vous laisse répondre, mais Oui, 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 sans problème en espaçant les sites d'injection. voilà, faut je sais plus combien c'est de centimètres, enfin, c'est quelques centimètres, 3 doigts, c'est 2 doigts, 3 doigts? Ah, c'est Ouais, ça, ouais, je ne deux connais plus doigts. la règle exacte, mais Ouais, nous, on c'est à fait deux, trois face doigts peut-être. antérieure du deltoïde, face postérieure du deltoïde. Donc, ça Voilà. fait Puis moins quand de vous en 6. aurez fait 4 d'un coup, après on discutera d'où on met le cinquième, mais je pense que le cas sera moins courant. Bon, bah, du coup, je remercie déjà tous les intervenants, hein, cette présentation, Sandrine, Charlotte, etc. Et puis, bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Je reprends ce que disait Sandrine, n'hésitez pas à vous servir de mesvaccins.net qu'on vous a offert pendant 3 ans, enfin, on verra ce qu'on fait, mais en tout cas, qui est d'accès gratuit pour la version professionnelle si vous avez la moindre inquiétude. C'est un outil dans lequel les recommandations sont faites par des experts et que du coup, alors qu'il n'y a pas de risque particulier, mais ce que je veux dire, si ça peut vous rassurer intellectuellement d'imprimer la recommandation, de la scanner dans la fiche du patient et de vous dire, bah non, non, mais je n'ai fait que ce que on m'avait dit de faire, appuyez-vous sur cet outil pour vous conforter dans la décision de faire de la recommandation de vaccination et de la vaccination derrière. Et si vous avez des questions techniques, notamment par rapport à ça, n'hésitez pas à contacter notamment Charlotte à l'URPS. Et d'une manière générale, sur tous les sujets de vaccination, voilà, on est rodé à l'URPS pour vous accompagner. Donc merci à tous, bon après-midi et à une prochaine fois. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir.